de l'auteur Fabrice Midal. Un de ses tout derniers livres. La sagesse des contes et légendes pour déjouer les pièges d'aujourd'hui. Aux éditions Flammarion, Versilio. La quatrième de couverture, qui est assez simple, pas d'illustration, quelques petits textes. C'est le tout dernier livre de l'auteur philosophe Fabrice Midal, dont j'ai déjà lu un livre sur ma chaîne, qui était Êtes-vous hypersensible? Les incroyables pouvoirs de l'hypersensibilité. J'ai fini ce livre la semaine dernière et j'ai beaucoup aimé. Donc c'était évident que je lise une petite partie sur ma chaîne. Donc le titre dit Les princesses ont toujours raison, car l'auteur reprend plusieurs contes et histoires qu'on a connus enfants et dont les princesses ont toujours eu un rôle déterminant. Il va utiliser plusieurs histoires pour mettre en valeur le rôle de chacune de ces jeunes femmes. C'est un livre d'occasion que j'ai acheté et j'ai découvert à l'intérieur qu'une personne avait laissé des mots, crayonné des phrases. Heureusement c'est au crayon à papier donc j'ai pu effacer, mais j'étais surprise tout de même car ça gênait un peu ma lecture, le fait de devoir effacer. Voilà, comme là par exemple, je ne l'ai pas encore effacé, mais la personne a marqué le roi est nu par rapport à ce qui est écrit sur la page. Et puis là, elle a marqué il faut prendre un chemin pour comprendre qu'il n'y a pas de chemin. J'en ai effacé quelques-uns déjà. J'avais effacé là, mais on voit encore un peu. Elle avait marqué ha ha. Du coup, j'ai envoyé un mail au vendeur à qui je l'ai commandé et ils m'ont dit m'ont remboursé une petite partie pour s'excuser de la personne qui a crayonné sur le livre qui n'est pas censé être crayonné, même d'occasion. Heureusement, c'était pas au stylo bille ou que sais-je. Alors, je vais lire l'arrière de couverture pour vous informer un peu plus de ce dont parle le livre. Dans les contes, mythes et légendes, les princesses ont toujours raison. Ce sont elles qui consentent, qui décident, qui agissent. Elles ont un atout extraordinaire, leur grande sensibilité qui leur permet de détecter les signaux faibles et de triompher des emmerdes. Dans ce livre, Fabrice Midal propose une lecture philosophique et décapante de cette sagesse dont nous avons hérité
Introduction. Trouver le cap en des temps troublés. En CM1, une maîtresse fée m'avait donné envie de travailler. Elle avait une bague magique, son art de raconter des histoires qui faisait entrer dans ma tête les règles de grammaire les plus biscornues. Ces récits me donnaient des ailes. Je m'identifiais, je me projetais. Je vibrais, je ressentais des émotions qui m'aidaient à comprendre toutes les théories. Je ne me sentais plus à distance du savoir. Cette année-là, j'avais décroché un prix d'excellence, le seul de toute ma scolarité, au cours de laquelle je suis loin d'avoir brillé. Je me suis souvenu de cette année merveilleuse en me replongeant dans les débats autour des contes de fées qui avaient animé le XVIIe siècle en Europe. La question était la suivante. Ces contes ne sont-ils que des histoires pour enfants sans intérêt? Ou bien, comme l'affirmaient un certain nombre de penseurs, dont Charles Perrault, un juriste engagé dans la querelle des modernes et des anciens, et auteur de contes, un trésor de l'humanité qui nous met en rapport avec une sagesse méritant d'être entendue. La deuxième option était évidemment la bonne. Elle tenait compte d'une réalité. L'humanité telle qu'on la connaît s'est forgée grâce aux histoires, aux contes, aux mythes qui se sont transmis au fil des âges. Ils ont toujours eu un rôle essentiel. Aider chaque individu à trouver sa place dans le monde et, ainsi, l'inclure dans la société. Car chaque récit est une manière de dire « Voilà comment tu peux te situer par rapport à la vie, aux autres, à ce que tu veux et à qui tu es. » On sait aujourd'hui que les peintures préhistoriques laissées par Cro-Magnon n'étaient pas de simples dessins, mais des récits sous-tendus par une mythologie qu'ils étaient destinés à transmettre. La Bible, les Upanishads, les mythes grecs, les évangiles auraient-ils franchi les millénaires s'ils n'étaient que des recueils de commandements débarrassés, des histoires qui portent ces commandements? Je ne le pense pas. Leurs héritiers directs sont les romans, les films, les séries, qui sont tout de même nature, obéissent à la même structure et relèvent du même mécanisme. Un personnage qui a une faiblesse va affronter des épreuves, triompher d'obstacles, vivre des échecs, comprendre le monde, se comprendre lui-même, et ainsi se transformer, se métamorphoser et grandir. Un discours qui, je le reconnais, est provocateur à notre époque, où l'ambition d'une vie se résume à ce qu'elle soit cool, calme, apaisée et même monotone. Enfant, puis adolescent, j'étais un grand amateur d'histoire. Adulte, j'ai continué à lire des contes et des mythes, en tant que philosophe cette fois. Non pas pour me divertir, mais pour réfléchir. Ils sont devenus mes manuels, mes modes d'emploi de la vie. Cette lecture philosophique a longtemps été mon petit secret. Si j'ai choisi de la livrer aujourd'hui, c'est pour faire face à une urgence, celle d'un monde en crise, d'un temps de désorientation, où nous avons besoin de trouver le cap et de le maintenir. Je me suis plongée dans des centaines de contes du monde entier avant de sélectionner les 40 qui font l'objet de ce livre. Pourquoi cela et pas d'autres? Je ne saurais le dire, puisque les mêmes messages, à quelques variantes près,
se retrouvent partout. Sans doute sont-ils ceux qui m'avaient le plus ému quand j'étais jeune, ceux dont les héros, les héroïnes m'avaient le plus aidé à traverser les épreuves, les difficultés, et continuent de le faire. Ces histoires ont en effet une vertu. Elles nous redonnent de l'espérance, sans niaiserie, sans bons sentiments. Elles nous portent pour que nous osions affronter les ogres, les monstres qui mènent des guerres, les menaces de destruction de la terre, la violence sociale que nous vivons au quotidien. Elles ne nous disent pas ce qu'on doit faire, mais elles nous aident à trouver en nous nos propres forces. Elles sont des scènes de théâtre sur lesquelles se jouent nos problèmes, nos pulsions, nos affects, et elles nous convient à porter un autre regard sur nous-mêmes, sur la société, sur le monde. Elles ne sont pas une fuite dans un ailleurs enchanté, mais elles représentent l'opportunité de prendre un moment d'arrêt pour retrouver de la force, du courage, de l'allant. Ces histoires interrogent nos existences. J'y revois l'éclat de la philosophie de Socrate, qui déambulait dans les rues, demandant à ceux qu'il croisait comment vivre, c'est-à-dire comment s'engager à user sans réserve de sa raison dans ses actions. Je vais passer à la première histoire du livre pour introduire une histoire dans ma lecture. Avec Hansel et Gretel, ou le piège du bien-être. Une histoire très connue. Je pense que certains qui lisent cette histoire dans ma vidéo connaîtront. Il était une fois un frère et une sœur qui se prénommaient Hansel et Gretel. Leurs parents étaient si pauvres qu'ils n'avaient plus rien à leur donner à manger. Ils les abandonnèrent dans la forêt, en espérant que quelqu'un pourrait les aider. En réalisant qu'ils s'étaient laissés à eux-mêmes, les enfants furent désespérés. Ils étaient persuadés qu'ils n'auraient jamais la force de sortir de cette épreuve. Nous avons si souvent l'impression d'être dans cette situation et de nous sentir démunis, seuls au monde, devant l'adversité. Nous ne voyons plus rien, nous nous laissons pétrifier par notre problème, aveugles à tout le reste. Hansel et Gretel avaient froid, ils marchèrent tout droit, sans réfléchir, espérant naïvement qu'ils réussiraient ainsi à retrouver leur maison. Mais plus ils avançaient dans la nuit, plus ils se perdaient. C'est alors qu'au loin leur apparut une lumière. En s'en approchant, ils découvrirent une maison en sucre. Et ils avaient si faim. S'ils avaient toute leur tête, ils auraient été un peu sceptiques. C'est quand même trop beau pour être vrai. Une maison en sucre, dans une forêt. Nous sommes nous-mêmes souvent dans un tel désarroi que nous sommes prêts à tout avaler. Nous cédons à cette attitude régressive par facilité, sans prendre le moindre recul, ce qui nous joue ensuite des tours. Hansel se précipita sur le toit et arracha un morceau qu'il dévora. Gretel s'empara d'une fenêtre. C'était en fait la maison d'une sorcière qui attirait les enfants avec ses promesses et ses sucreries, les engraisser jusqu'à bien les attendrir, puis les dévorer. Voilà une jolie métaphore de la niaiserie, du bien-être et de la facilité auquel nous conditionne la société.
qui nous empoisonnent et finissent par nous détruire. Nous sommes séduits par tout un discours général sur le lâcher-prise, la zénitude, fait de sucreries, de bonbons. Sur le coup, ce discours fait du bien. Pourtant, il nous empoisonne en nous déconnectant de la réalité. Hansel symbolise la béatitude du plaisir immédiat. Il se vautre dans les confiseries, engraisse et aiguise l'appétit de la sorcière. Mais un matin, pour qu'il grossisse plus vite, cette dernière l'enferme dans une cage. Désormais, elle lui apportera double ration à manger. Bien que prisonnier, le petit garçon se délecte. Il n'est plus en rapport avec la vie, comme le dit Proust. On ne guérit d'une souffrance qu'à la condition de l'éprouver pleinement. Hansel n'éprouve rien. Il fuit dans l'aveuglement complet qui le conduit droit à la mort. La jouissance immédiate l'empêche de comprendre les implications de la situation dans laquelle il se trouve. Elle lui pose des œillères. Elle est notre incapacité de penser la crise écologique et le réchauffement climatique qui nous menacent. Notre incapacité aussi de sortir d'une zone de pseudo-confort, chez soi, au travail, dans des relations toxiques. Sa sœur, elle, est reléguée par la sorcière au rang de domestique. Si on regarde la situation par le filtre de l'immédiateté, on jugerait que Gretel a écopé d'une double peine. En réalité, c'est grâce à l'épreuve que cette petite fille fragile trouve en elle une ressource qu'elle ignorait, la force de l'intelligence. Elle ose questionner, alors qu'elle pourrait se contenter d'obéir en échange d'une petite liberté de mouvement. Elle commence à regarder les choses. Elle sort du plaisir immédiat ou de la peur immédiate. Elle est sur le qui-vive. Elle accepte de ne pas savoir. Elle accepte même que ce soit douloureux. C'est ce qu'on appelle la force de résistance. Il n'y a de résistance que lorsque l'on quitte le bien-être ou la peur, qui sont au fond les deux faces de la même médaille. Gretel se libère ainsi de la fascination inconsciente et dangereuse, de la domination. Quand on est dominé par une personne qui a les pleins pouvoirs, on oscille entre la tétanie et la soumission, qui demande le moins d'efforts possible. C'est alors qu'elle trouve la solution. Elle va tromper la sorcière malvoyante en lui présentant un os de poulet quand elle demande à tâter le doigt de Hansel pour s'assurer qu'il est bien gras. Elle affronte la négativité et trouve ainsi l'opportunité d'agir. Elle va finalement réussir à jeter la sorcière dans le four où elle a fait cuire tant d'enfants. La sorcière représente toutes les fausses promesses qui nous enferment. L'idée que tout va aller bien. Je n'ai qu'à me détendre, à attendre, sans me poser de questions. Que je suis malgré tout du bon côté du manche. Que ce n'est pas si grave. Qu'il y a plus malheureux que moi. En jetant ces fausses promesses au feu, Gretel devient libre. À la mort de la sorcière, les enfants ouvrent ses armoires et découvrent les joyaux qu'elle y a entassés. Grimm, à qui l'on doit ce conte, adopte ici le langage du mythe pour raconter, sous une forme imagée, la réalité la plus fondamentale, la réalité telle qu'elle est. Au sortir d'une épreuve, nous sommes toujours plus riches d'allant, d'enthousiasme, de fierté au regard de ce que nous avons accompli, réussi,
Pourquoi voudriez-vous, nous dit Rilke, exclure de votre vie une quelconque inquiétude, une quelconque souffrance, une quelconque mélancolie, alors que vous ignoriez pourtant ce que produisent en vous ces états? Telle est la leçon de Proust, de Rilke, de la vie. Les épreuves se dépassent en les affrontant. Vouloir se protéger de tout, c'est engraisser et être dévoré par la sorcière, par les fausses promesses. Je vais terminer cette lecture par revenir quelques pages avant pour lire la leçon numéro 1. Être fort, c'est rencontrer ses failles et les assumer. Tous les héros, toutes les héroïnes de toutes les histoires ont au départ un handicap. Ils semblent les moins favorisés. Le petit poussé qui est minuscule, Jacob qui est faible et trop doux, le vilain petit canard qui est partiellement laid à sa naissance, Orphée qui se retrouve veuf le jour de son mariage. Justement parce qu'ils ont cette difficulté, parce qu'ils sont nés blessés, ils vont s'ouvrir aux signaux faibles que les autres ne voient pas. Chercher en eux des ressources, de la créativité. Ils vont devoir gagner les forces qui ne leur ont pas été d'emblée données. Et ils finiront par se réaliser et triompher, devenant des rois, des papes, des patriarches. Chacun d'entre nous est atypique. Nous avons tous des blessures, et ces histoires sont là pour nous dire, au lieu d'en avoir honte, rentre dans les épreuves, quitte les rivages du convenu, le confort de l'obéissance, le comportement mimétique, et découvre tes ressources cachées. C'est parce que tu es fragile, que tu bégayes, que tu es hypersensible, que tu vas devenir courageux. Cette leçon est d'autant plus importante que nous vivons dans un monde qui nous invite à nous endormir au lieu de participer à l'aventure et de conclure la paix avec notre vulnérabilité, avec notre humanité. Ma lecture s'achève donc ici, sur ces quelques derniers textes. J'espère que ma lecture vous a plu et inspiré, que vous êtes plus détendu après cette vidéo. Belle fin de vidéo. À la prochaine soirée.